Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Média TV pour votre quotidienne désormais Cannes+, autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour la présenter pendant cette petite heure à mes côtés, Noha Basile, bonjour. Bonjour Anas et bonjour à mes téléspectateurs. On fait un pas de plus dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On s'approche du terme de cette compétition et aujourd'hui, pour parler de ces quarts de finale, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Amir Boulet. Vous êtes journaliste pour AG+. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Et à distance depuis Rabat, nous rejoint Amin Amour en direct depuis la capitale. Bonjour Amin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est toujours un honneur d'être avec vous. Toujours un honneur de parler de ces deux derniers quarts de finale qui se sont disputés hier. Pour vous donner un petit résumé de ces rencontres, direction le flash de la CAN. Hier, à Marrakech, le Nigeria s'est imposé par 2-0 face à l'Algérie en quart de finale de la CAN. Après une première mi-temps équilibrée, mais sans réalisation, Victor Osimhen a débloqué la situation juste après la pause, devançant la défense algérienne pour reprendre un centre et donner l'avantage à son équipe. 10 minutes plus tard, il a servi à Cor Adams, qui a calmement conclu l'action pour le 2-0, scellant le sort de la rencontre. Le Nigeria a ainsi maîtrisé le match avec une intensité haute et une efficacité dans les zones clés, contrairement à l'Algérie qui a peiné à créer des occasions franches. Avec cette victoire, les Nigérians se qualifient pour les demi-finales où ils affronteront le Maroc. Et puis au grand stade d'Agadir, l'Égypte a livré un match spectaculaire face à la Côte d'Ivoire en s'imposant par 3-2 dans un match plein de rebondissements. Et dès les premières minutes de jeu, Omar Marmouche a surpris les Ivoiriens avec un but après une belle ouverture avant que Rami Rabia ne double la mise d'une tête près d'une demi-heure de jeu. Juste avant la pause, la défense égyptienne marque contre son camp et relance les éléphants. En seconde période, Mohamed Salah a inscrit le 3e but pour les Pharaons, donnant de l'air à son équipe. Mais la Côte d'Ivoire a encore réduit l'écart grâce à Guela Doué qui a poussé jusqu'au bout pour revenir au score. Résultat, victoire égyptienne dans une rencontre intense, pleine d'émotions et de retournements qui les envoie en demi-finale face au Sénégal. Et puis la Fédération camerounaise de football salue l'organisation marocaine de la Coupe d'Afrique des Nations. La délégation camerounaise a exprimé sa reconnaissance pour la qualité de l'organisation et l'accueil chaleureux et bienveillant réservé aux membres de la sélection camerounaise. Le communiqué indique que les marques d'hospitalité ont témoigné du travail mené par la Fédération royale marocaine de football. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a également salué la solidité des liens entre les deux nations et a souhaité bonne chance aux Lions de l'Atlas pour le reste de la compétition. Et voilà, c'était l'essentiel des actualités de ces quarts de finale. Également une fédération camerounaise qui a salué le parcours des Marocains et la suite. Et il leur a souhaité bonne chance pour la suite de la compétition. Et pour parler justement de ces quarts de finale, tout de suite, le débrief. Eh bien, on démarre un peu ce Cannes+ avec un match qui a vraiment été l'affiche d'hier. Algérie-Nigeria. L'Algérie a perdu et le Nigeria s'est imposé plutôt par 2-0. Amir, un mot sur cette rencontre. Ça a été assez impressionnant de voir la puissance que le Nigeria a dégagée hier face à l'Algérie. On savait, c'est une équipe qui est assez impressionnante depuis le début de la compétition, mais là, ils ont débuté le match avec une intensité assez folle. Ils ont submergé l'Algérie, qui était asphyxiée pendant toute la première mi-temps. D'ailleurs, c'est un peu un miracle qu'on rentre à 0-0 à la mi-temps. Et ils ont fait un sacré tour de force. Ils ont montré vraiment une puissance collective, technique et athlétique assez impressionnante. Et ils ont envoyé un message pour le Maroc. Dans ce match, on a senti une Algérie complètement asphyxiée. Vous l'avez dit, Amir. Amine, de votre côté, si on parle tactique, vraiment, qu'est-ce qui a manqué à cette Algérie, que ce soit en première période ou en seconde, parce qu'on ne les a quasiment pas vus être dangereux offensivement dans cette rencontre face au Nigeria? Vous savez, le Nigeria, avec son 4-4-2 losange, ils ont beaucoup fait de mal à l'Algérie qui était en 4-4-2 à plat ou 4-2-3-1. Et c'est vrai que l'Algérie, elle a eu du mal à contrôler les demi-espaces, là où il y avait par exemple Ayobi qui pouvait faire ce 3v2, que ce soit
à côté du défenseur central complètement sur la même ligne ou un petit peu plus haut pour faire le lien et trouver un 2v1 plus loin avec la pattern qu'on voit depuis le début de cette CAN avec Lookman qui trouve son pied droit pour l'enrouler à Osimhen, un petit peu comme sur le but. Mais je trouve que l'Algérie n'a pas contrôlé le demi-espace. Bon, c'est bien de reculer un petit peu, de ne pas tout de suite mordre l'hameçon par rapport au pressing algérien. L'approche, peut-être qu'elle a été bonne, mais en intensité, je ne pense pas qu'elle a été comme ça. Ils ont manqué d'intensité, ils ont manqué voilà, un petit peu de flexibilité, je dirais aussi. Par exemple, quand on voit que Ayoubi descend, peut-être qu'on aurait dû voir un 3+3 dans le pressing, histoire de compenser, histoire de freiner un petit peu cette relance nigériane. Moi, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé une équipe complètement coupée en deux blocs, beaucoup de 3v2 contre les pivots algériens. Et je trouve que voilà, l'Algérie, elle a vraiment. Oui, je rejoins votre invité aussi, qui dit que l'Algérie elle a vraiment échappé belle en première mi-temps. On voit même un sauvetage sur la ligne. Donc oui, je pense que le Nigeria a montré depuis le début de cette compétition qu'il avait une supériorité. Il y a beaucoup de matchs, vous savez, il n'y a pas que le Mozambique, mais il y a beaucoup de matchs, même contre la Tunisie. Ils auraient pu terminer ces matchs-là à 4-0. C'est juste que parfois, ils peuvent tomber dans peut-être un peu d'excès de confiance, peut-être un peu, voilà, un peu d'excès de confiance, je dirais, pour rester dans le thème. Je dirais, voilà, des fois, cette équipe, elle baisse en intensité parce qu'elle le veut, non pas parce que l'adversaire a été plus fort pour l'instant. Alors justement, Amiel, est-ce que vous pensez que le choix du système algérien était adapté à cette équipe nigériane? Je pense déjà que la composition de départ, elle n'est pas bonne. L'approche de Petkovic, elle n'est pas bonne parce que on a tendance à penser que le Nigeria est une équipe ultra offensive, ce qui est le cas, elle est ultra offensive, mais c'est une équipe aussi très équilibrée. Et ils ont un milieu très structuré. La bataille du milieu, c'était la bataille la plus importante à remporter pour l'Algérie. Et avec l'absence de Ben Asser qui s'est blessé lors du dernier match face à la RDC, cette bataille du milieu, elle était primordiale. Et en fait, on a vu le milieu se faire, comme j'ai dit tout à l'heure, asphyxier par le Nigeria. Et la lecture du match aussi de Petkovic, elle n'est pas si bonne que ça parce qu'à la mi-temps, tu rentres à 0-0 de manière miraculeuse et il ne change rien. Alors qu'on a une équipe qui est en train de se faire broyer au milieu de terrain. On a les attaquants qui ne sont pas touchés. Donc, peut-être à la mi-temps, il aurait fallu rentrer à un autre milieu de terrain comme Abdelli pour densifier peut-être le milieu de terrain algérien. Peut-être aussi un Bounedjah en attaque pour essayer de capter les ballons. Après, il y avait un gros problème sur les deuxièmes ballons, les Algériens ne les avaient pas. Donc, c'est très compliqué parce que le Nigeria était au-dessus physiquement, techniquement. Il n'y a pas eu match. Il y a eu même un non-match. Mais ce non-match aussi, c'est de la faute de l'Algérie. Elle n'a rien proposé et la lecture du match de Petkovic n'est pas bonne. Et après, tu as des personnalités, tu as des individualités qui manquent à l'appel, que ce soit au milieu de terrain, mais aussi en attaque. Donc, il est très compliqué à analyser ce match parce que le Nigeria est tellement au-dessus de l'Algérie sur la rencontre. Mais je pense que l'Algérie, ça a un goût amer cette défaite parce qu'ils n'ont rien proposé au final. Et ce qu'on peut aussi déplorer, c'est l'absence d'Ismaël Benasser qui était sorti sur blessure face à la République démocratique du Congo. Ça aurait amené peut-être un peu plus d'équilibre à cette équipe algérienne. On va justement écouter deux des joueurs qui étaient titulaires hier après-midi. Hier, on parle de Ryan Aït-Nouri et de Riyad Mahrez qui était présent en zone mixte après la défaite. On les écoute. On a essayé de tout donner sur le terrain. J'ai vu un groupe qui se bat pour cette écusson tout simplement. Après voilà, je pense qu'il y a des choses à travailler comme chaque nation. Mais on va essayer de garder le positif quand même. On a fait un beau tournoi avec de nombreux joueurs qui sont révélés. Aujourd'hui voilà, faut un gagnant. Le Nigeria, ils ont remporté ce match. Félicitations à eux, tout simplement. Pour la CAN, ça y est, c'est fini. C'est triste que ça s'arrête sur un quart de finale. J'aurais aimé aller plus loin et essayer d'en gagner une deuxième. Et on sait comment c'est très difficile de gagner des Coupes d'Afrique. Qu'est-ce que tu veux dire sur le terrain, en dehors du terrain? Non, la vérité, la Coupe d'Afrique, c'est pas facile à gagner. Et déjà, on en a gagné une, nous, notre génération, c'est incroyable.
Là, maintenant, cette génération, il y en a beaucoup qui ont fait que c'est leur première CAN. Ils sont obligés de passer par ces moments-là. La barre était haute ce soir. On est passé par des moments difficiles avant de la gagner aussi. Mais voilà, le football est fait ainsi. On sort la tête haute, alhamdoulilah. On est triste pour nos supporters, pour nos familles. Nos supporters qui sont incroyables et qui nous ont poussés jusqu'au bout. On est fiers d'être algériens. On sortira la tête haute quoi qu'il arrive. Et que cette nouvelle génération, Inch'Allah, dans 2 ans au Kenya, essaye de faire de meilleures choses que cette CAN. Et je pense qu'ils ont les moyens, mais il faut passer par des moments comme ça des fois. Le Nigeria a une super génération. Quand on les a battus avant, ils étaient peut-être moins forts que maintenant. Maintenant, ils sont plus forts. Nous, on était aussi peut-être plus forts qu'avant, que maintenant. Et c'est le football, c'est comme ça. Alors notre point souligné par les joueurs algériens après leur défaite face au Nigeria, même si c'est une victoire sans appel de cette équipe nigériane, les joueurs algériens, le staff algérien s'est un peu plaint des erreurs d'arbitrage et justement on tenait à clarifier ce point avec Anas. Alors spécialement sur la main d'un joueur, d'un défenseur nigérien. Anas, pourquoi est-ce que là l'arbitre peut siffler faute, penalty, comme il ne peut ne pas le siffler en fait? Alors, on rappelle, c'est sur un centre de Fares Chaibi, c'était en première période. À ce moment-là, il y avait toujours 0-0. Alors le problème sur cette action, qu'on peut poser comme question, c'est que avant de toucher la main du défenseur nigérian, le ballon touche la cuisse. Et ce que disent les règles du football, et je prends ça du site officiel de l'IFAB, c'est qu'une faute de main est commise lorsqu'un joueur touche le ballon avec sa main, alors qu'il se trouve dans une position qui agrandit de manière anormale son corps et que cette position n'est pas le résultat d'un mouvement naturel dans le cadre du jeu. Et on le voit très bien, sa main droite est derrière son dos et sa main gauche, on va voir deux voix, j'aime bien, magnifique, et la main gauche, elle vient agrandir la superficie de son corps. Mais il y a aussi une autre règle qui dit qu'il n'y a pas faute de main lorsqu'un joueur touche le ballon de la tête, frappe ou joue avec une autre partie de son corps et que celui-ci touche ensuite sa main ou son bras, sauf si le ballon entre directement dans le but adverse, ce qui n'est pas le cas sur cette situation. Mais voilà, il y a comme une sorte de loophole, un peu un flou juridique, parce que non seulement, là vous le voyez sur les images, eh bien, le ballon vient toucher sa main après avoir touché sa cuisse, mais sa main n'est pas dans une position naturelle. Là, on peut se poser des questions, mais il y a aussi la question des Algériens aussi qui se posent par rapport à des fautes non sifflées ou sifflées pendant la rencontre. Et je vous laisse écouter d'ailleurs, là aussi, Riyad Mahrez et Ryan Aït-Nouri qui en parlaient après la rencontre. On va pas se mentir, l'arbitre, j'aime pas parler de l'arbitre, mais Le pénalty aurait changé la physionomie. il y a le penalty déjà en première, carton jaune, il donne des cartons jaunes très rapidement. C'est pas ça l'excuse. Oui, c'est pas ça l'excuse, mais voilà, tout le monde a vu de toute façon. Voilà, on reste des humains quand même. Quand on sent que voilà, il y a des avantages tout simplement. En première mi-temps, il doit siffler penalty sur le centre de Fares. Et voilà, même sur le terrain, il y a énormément de fautes qui ne sifflent pas contre nous, tout simplement. Donc ouais, c'est sûr que l'arbitrage, il était pas au top, mais bon, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ça reste du football. Voilà, le Nigeria, ils ont gagné, félicitations à eux. Donc là aussi, ils ont parlé de beaucoup de fautes qui ont été sifflées contre les Algériens, 23 fautes contre l'Algérie, 15 contre le Nigeria. Amine, je vais revenir rapidement vers vous avant de passer à l'autre rencontre qu'on va évoquer, Égypte-Côte d'Ivoire, concernant ce duel de milieu de terrain et même en termes de duel. Est-ce que les inquiétudes des Algériens après cette rencontre sont légitimes de se dire que voilà, eh bien, il y a des fautes qui ont été sifflées contre nous et qui n'auraient pas dû parce que c'est dans l'esprit du jeu, ou au contraire, ça a été un match très haché physiquement? Non, moi je pense que c'était un match équilibré. C'est vrai que l'arbitre a eu quelques erreurs, quelques oublis. C'est possible. Après, comme tu as dit, par rapport au penalty, un arbitre peut siffler, un autre ne peut ne pas le siffler. J'ai eu la chance d'avoir un arbitre qui a fait 3 Coupes du Monde comme voisin et qui m'a expliqué que parfois c'est libre à l'intention. On a enlevé l'intention de tous les articles sauf par rapport à la main. Donc, on fait un peu de biomécanique, on regarde comment elle a grandi le corps, si elle est naturelle, comme tu as dit, Anas, si elle n'est pas naturelle. Voilà, c'est des choses qui sont libres. Un arbitre peut siffler et ça s'entend très bien, et un autre
peut ne pas les siffler et ça s'entendrait très très bien aussi. Après, moi je pense que voilà, et c'est vrai que l'arbitre par moment n'a pas sorti des cartons là où il fallait, mais je pense que aujourd'hui le regret ne serait pas l'arbitrage, mais plutôt l'intensité que l'Algérie n'a pas su mettre dans ce match. Alors face à une intensité qui manque, des Super Eagles qui, eux, ne manquent pas de leur but, ne manquent pas la cage de but, ne la ratent pas. Et justement, Eric Chell, le sélectionneur de l'équipe du Nigeria, s'est exprimé en conférence d'après-match. Regardez. Sur cette première mi-temps, le projet de jeu, c'est quand on a... Je pense que maintenant, il y a une identité de jeu qui se dégage de cette équipe. J'ai pas besoin de le dire, vous le voyez. Quand on n'a pas le ballon et quand on a le ballon, vous voyez l'identité de jeu qu'il y a. Donc, quand on analyse cette première mi-temps, s'il y a 2-0 à la mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, les joueurs, ils ont fait un gros match. Pendant 10-15 minutes en deuxième mi-temps, même si on a marqué tôt, on a eu un petit coup de moins bien physique, ce qui est normal, hein, avec une telle débauche d'énergie. Et par contre, on a été un peu plus efficace dans notre jeu, c'est-à-dire meilleur dans la qualité technique de la dernière passe. Et en fait, moi, je sens les joueurs bien, je sens les joueurs épanouis, je sens les joueurs heureux, donc tant mieux, hein, c'est dynamique positive, il faut essayer de la garder. Donc non, très content, et puis, mais je pense qu'on mérite cette victoire. Je dis pas qu'il y a un fossé, hein, parce qu'on reste humble, mais je pense qu'on mérite cette victoire. Le Maroc, c'est une très grande nation du football, et encore une fois, c'est un pays que j'aime beaucoup. Ça va être un grand match. Moi, j'ai envie que ce soit un match spectaculaire. J'ai envie que ce soit un match spectaculaire, j'ai envie qu'il y ait des buts, j'ai envie que les gens prennent du plaisir. Et si Dieu nous donne la chance de gagner, Inch'Allah, on gagnera. Mais la vérité, c'est que en étant en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations ici au Maroc pour cette CAN, pour cette Coupe d'Afrique, il y a quelques mois, on ne donnait pas cher de ma peau, donc c'est comme si j'avais gagné. Tout d'abord, je tiens à féliciter chaleureusement toute l'équipe pour la performance qu'elle a réalisée face à une très bonne équipe comme l'Algérie et à ses joueurs de grande qualité. Pour ma part, j'ai simplement fait mon travail. J'essaie de me battre pour l'équipe. J'essaie de marquer des buts ou de faire des passes décisives. Et je suis heureux que les choses aient bien fonctionné pour moi aujourd'hui. Mais je ne veux pas m'attribuer tout le mérite. Je pense que toute l'équipe mérite cet engouement, mérite ses éloges. Je félicite donc toute l'équipe pour cette victoire. Il me fait peur, moi. Il me fait peur, Victor Osimhen. Ouais. Sachant que le Maroc va jouer contre le Nigeria, c'est lui le numéro 9 du Nigeria. Il va nous faire très peur. Est-ce que le Nigeria peut faire peur au Maroc avec ce match-là face à l'Algérie? On ne peut pas dire qu'il ne faut pas avoir peur du Nigeria avec l'armada offensive qu'ils ont, cette équipe ultra-européenne au final. On a vraiment l'impression d'avoir vu une équipe de première ligue jouer parce que c'est vraiment impressionnant. Maintenant, peur, non, parce que sur le défi athlétique et physique, on a vu que le Maroc, en quart face au Cameroun, peut répondre présent. Et justement, je pense que le Maroc a besoin de ce genre de confrontation pour espérer quelque chose dans cette CAN. Et surtout, l'avantage qu'on a par rapport à l'Algérie ou par rapport aux autres adversaires du Nigeria, c'est qu'on a la maturité et l'expérience collective. On sait souffrir. Et ça ne s'est pas beaucoup vu dans cette CAN parce qu'on a été sous pression beaucoup par rapport au public et à l'attente qu'il y a. Mais l'équipe du Maroc sait souffrir et sait attaquer. Et techniquement, je pense qu'on peut faire beaucoup de mal au Nigeria, qui n'ont pas encore eu un adversaire aussi structuré tactiquement et techniquement. Et il faut aussi dire que face au Cameroun, on a aussi envoyé un message très fort à l'Afrique. Donc eux aussi doivent avoir peur de nous. Absolument, c'est bien dit. Je suis rassuré. Oui, après cette déclaration de Emile. On va passer à la seconde rencontre, le second quart de finale qui avait eu lieu hier soir. L'Égypte s'est imposée par 3-2 face à une Côte d'Ivoire vraiment accrocheuse, surtout en seconde période de jeu. Alors pour revenir un peu sur ce match, Amin Amour, est-ce que l'Égypte a gagné ce match grâce à son expérience ou à sa qualité offensive ? Un petit peu des deux. Moi, je pense que c'est un petit peu des deux parce que c'est une équipe qui est capable. Aujourd'hui, on a vu que l'Égypte, avec cette génération de Mohamed Salah, elle a fait 2 finales de Coupe d'Afrique, même s'il y a eu des nouveaux comme un peu Marmouche, Omar Marmouche qui est arrivé. Et il y a eu d'autres comme Houssam, Abdelmegid. Mais je pense que cette équipe égyptienne, elle a trouvé enfin son système. Je disais à l'un de vos confrères avant la CAN que s'il trouvait vraiment le joueur qui peut
faire un petit peu le Firmino pour Salah et Marmouche, c'est-à-dire un 9,5, un travail de 9,5 pour trouver, parce que ce sont des ailiers intérieurs, des ailiers attaquants, comme on dit en anglais, inside forwards. Et je pense sincèrement que l'intelligence de Houssem Hassan, ça a été de faire jouer Achour un petit peu en dessous des deux. Et on a vu que ça a ramené beaucoup de dangers hier, notamment comme le but de Salah ou le tout premier but aussi de Marmouche. Je pense, voilà, c'est cette intelligence, c'est ce trio qui fonctionne très très bien, qui n'est pas sans faille. Je pense qu'ils ont quand même des failles, cette équipe égyptienne, surtout en bloc bas, surtout lors des coups de pied arrêtés. Ils en ont pris 2 hier. Et voilà, je pense que quand même, ils ont des atouts offensifs et un petit peu de l'expérience, comme vous avez dit. Les Égyptiens et les Pharaons fiers après leur victoire hier face à la Côte d'Ivoire. Regardez, je vous propose maintenant de voir la déclaration de Houssem Hassan, le sélectionneur égyptien, accompagné de Mohamed Salah. Je suis tellement heureux que nous ayons réussi à passer. Le match était très difficile, comme vous pouvez le voir aujourd'hui avec 5 buts. C'était un match très intéressant à regarder, mais bien sûr pas à jouer. Mais je suis heureux qu'au final, nous ayons réussi à passer. Pour moi, il est important de voir que le peuple égyptien est fier de ce que j'ai accompli. Merci encore une fois. Mais le véritable secret de la victoire d'aujourd'hui, ce sont les joueurs. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils savaient qu'ils affrontaient des adversaires de haut niveau, dont la plupart jouent en Europe. J'ai dit à cette génération à maintes reprises lors de nos réunions à quel point je suis fier d'avoir joué avec eux. J'ai eu la chance de faire partie de la première génération qui a accompli tant de choses. Beaucoup de gens parlent de ce que nous avons accompli, mais ce qui me rend encore plus heureux, c'est d'avoir partagé mon temps avec ce groupe actuel, de les voir tous les jours, de voir à quel point ils souffrent, surtout à l'ère des réseaux sociaux, qui rendent les choses encore plus difficiles pour eux. Nous voulons tous apporter quelque chose à notre pays. Personne n'a rien retenu, du plus âgé d'entre eux, pas seulement en termes d'âge, aux plus jeunes. Tout le monde est heureux, tout le monde veut jouer et gagner pour l'Égypte. J'espère donc que lors du prochain match, avec un peu de chance, nous pourrons gagner à nouveau. Dieu merci, le mérite revient aux efforts de tous les joueurs et du staff technique, ainsi qu'au soutien des supporters et du peuple égyptien, que je pouvais sentir partout, dans tous les coins de l'Égypte. Tous voulaient que nous leur apportions de la joie aujourd'hui. C'était notre objectif principal. Je voulais vraiment gagner pour pouvoir dire « Vive l'Égypte ». Et oui, vive l'Égypte. Merci encore une fois à Dieu. Félicitations à vous tous et félicitations à tout le peuple égyptien. L'Égypte continue encore une fois de nous surprendre parce qu'on les attend parfois. Avec quart de finale, on se dit que c'est bon et pourtant là, ils sont en demi-finale. Ils vont affronter le Sénégal. Et pourtant, même si on a cette image, un peu ce stéréotype de l'équipe un peu qui joue sur le mental, eh bien, cette fois, dans le jeu, l'Égypte a su nous surprendre et apporter une belle palette. Ouais, franchement, totalement. Bon, déjà, je vais commencer par un chiffre, 17. C'est la 17e demi-finale de l'Égypte en Coupe d'Afrique. Il y a eu 35 éditions. Je ne suis même pas sûr que le Maroc ait 17 participations. 17. Et de bien d'autres nations aussi. Oui, l'Égypte reste devant toutes les autres équipes. Hein. Sur 17 demi-finales, il y a 7 victoires finales. Donc déjà, ça montre le poids historique de cette sélection dans cette compétition et surtout la régularité. Maintenant, oui, on a vu des équipes égyptiennes bien plus agaçantes que celle-ci. Moi, personnellement, je la trouve très émouvante, cette Égypte. Je trouve que qu'elle est très compliquée à manœuvrer comme toutes les Égyptes. Tactiquement, elle connaît son football. Maintenant, ce qui est intéressant cette année, c'est que je la trouve très verticale. Je trouve que le nouveau positionnement de Mohamed Salah est très intelligent de la part du sélectionneur, mais aussi de la part de Salah, parce que je trouve qu'on a un Salah revigoré, rien à voir avec celui de Liverpool du début de saison. Je trouve qu'il est très altruiste. Et je vois une bande de copains qui courent pour les autres, chacun court pour l'autre. Ils sont en mission, ça se voit, ils sont en mission. Très efficaces comme d'habitude, mais on nous la vend comme une équipe anti-fair play, qui ne joue pas trop au football. Moi, hier, j'ai vu du football. Et c'était peut-être le meilleur match de la CAN hier. Cette confrontation, elle était vraiment hyper agréable à regarder. Mais l'Égypte a envoyé un message au Sénégal et même à toute l'Afrique. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en mission pour aller la chercher.
Alors, je vais me tourner vers Amin Ammour. Vous l'avez dit, c'est une belle prestation qu'a fait l'Égypte hier soir. Il menait par 3-0. Il a fallu que les Ivoiriens reviennent au score, même s'ils n'ont pas pu égaliser. Amin Ammour, est-ce que cette victoire de l'Égypte est due justement à des erreurs défensives ivoiriennes, ou plutôt est-ce que c'est à une maîtrise et c'est grâce à une Égypte qui a su être décisive à des moments clés? Oui, c'est exactement ça. Je pense que l'Égypte a été décisive à des moments clés, notamment sur les contres où elle punit. Oui, je rejoins votre invité, comme on a dit. Salah et Marmouche qui sont proches des buts, ça ramène beaucoup de dangers. Ça donne aussi du temps sur le ballon par rapport à cette équipe égyptienne, par rapport aux projections des latéraux qui peuvent venir, par rapport à aussi Imam Achour qui peut venir d'une zone non marquée. Maintenant, comme vous avez dit, cette équipe égyptienne, elle a quand même des failles. Elle a failli se faire remonter au score parce que je pense que sur les coups de pied arrêtés, au premier poteau, ils font pas attention. Ils sont en zone au premier poteau. Et c'est là qu'ils n'ont pas vérifié, qu'ils n'ont pas coupé. Et ils laissent le tout en individuel. Et au deuxième poteau, c'est très, très difficile sur les rotations de contrôler. Je pense que ça a été un des problèmes. Mais aussi, quand ils sont en bloc bas, c'est-à-dire quand ils sont en 5-2-1-2, je pense pour moi, ça, c'est un risque. Parce qu'il faut à un moment donné avoir un petit peu de largeur et avoir que deux pivots avec Imam Achour devant. Sur les côtés, oui, on a eu une densité, mais une fois qu'on se sort de ces côtés, je pense qu'on arrive à créer du danger face à l'équipe égyptienne. Une bataille tactique, mais aussi des erreurs de la part de la Côte d'Ivoire. Et il y a un homme qui les a soulignés hier soir, en plus de se plaindre quelque peu du comportement de la sélection égyptienne. C'est Emers Faé, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, que je vous laisse écouter. On est un peu frustré quand même du résultat de ce soir. On avait préparé nos joueurs pour affronter cette équipe égyptienne. Malheureusement, on a fait beaucoup trop d'erreurs. À des moments trop importants pour pouvoir espérer éliminer cette équipe. On est toujours un peu frustré, déçu quand on perd. Après, on les connaît, je l'ai dit, depuis la nuit des temps. Moi, je les ai connus en 2006, mais l'Égypte, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été pleurer, pleurnicher, simuler. Après, ils ont l'expérience, ils le font bien, tant mieux pour eux. Si les arbitres ils tombent dans leur jeu, écoutez, nous, on ne peut pas maîtriser ce genre de truc, mais ce qui est frustrant, c'est on connaissait cette équipe, on savait très bien qu'ils n'allaient pas jouer, qu'ils allaient nous attendre, qu'ils allaient défendre, qu'ils allaient mettre des coups, qu'ils allaient tomber, qu'ils allaient simuler. Tout, on savait. Et ce qui me fait chier, c'est le fait de prendre des buts aussi bêtement, des buts sur des erreurs de concentration, des erreurs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est ce qui est le plus dur aujourd'hui. Des erreurs de concentration qui coûtent cher à cette sélection ivoirienne. Je voulais poser une question. Un petit mot, Amir, peut-être sur cette dénonciation plutôt d'Emers Faé, qui dénonce un peu l'anti-jeu égyptien, même si la victoire égyptienne, quand même, il faut la reconnaître au final. Ça fait partie du football. L'Égypte connaît son karaté, on va dire, même si c'est du foot. Maintenant, après, oui, il pointe aussi du doigt les manquements de sa défense, les manquements de concentration. Et l'Égypte a appuyé là où ça fait mal. Et donc, il y a un peu de regret. C'est le champion d'Afrique qui sort. Donc, voilà. L'élimination est douloureuse. Eh bien, on clôture à présent cette première partie de Cannes+. La deuxième partie de Cannes+ commence avec le moment tant attendu par les téléspectateurs, mais également par nous, celui des pronostics. À vos ardoises, passons à chacun, on va passer le conseil, on va juger chacun des joueurs. Avec l'homme du match, je vais vous demander à chacun de prendre votre ardoise. Et même Amin Ammour, même s'il n'a pas d'ardoise, on va vous demander quand même votre avis, Amin. Alors, l'homme du match de cette rencontre Algérie-Nigeria. Par rapport à l'homme du match, je pense que
il y a plusieurs qui le méritent. Osimhen, comme Lookman, comme Ndidi, même s'il sort. Mais je pense que je vais rester, voilà, je vais pas fâcher les experts qui ont désigné Osimhen, et ça sera Osimhen pour moi. Ouais. On donne notre homme du match de notre côté. Osimhen pour Noura, Iwobi pour les... et moi-même avec Amir. On vous laisse avec, pour Iwobi. Alors, Iwobi, moi depuis le début de la compétition, je trouve qu'on parle énormément des deux attaquants, à juste titre, du Nigeria, Ademola Lookman et Victor Osimhen, mais on parle trop peu de ce joueur qui est pour moi le meilleur milieu de terrain de la compétition jusqu'à présent, joueur ultra sous-coté. Moi je l'avais perdu de vue un peu en Angleterre, je l'avais vu en tant qu'ailier virevoltant. Là, le fait qu'il est repassé au milieu de terrain, il m'impressionne à chaque rencontre, et hier c'était un récital, c'était une partition ultra disponible, il n'hésite pas à aller très bas pour récupérer le ballon et organiser le jeu, mais surtout des passes laser. Sur les réseaux sociaux, notamment sur X, les supporters du Nigeria ont fait pas mal de blagues sur Zidane qui regarde Zidane jouer au foot parce qu'il a fait des passes zidanesques. Et c'est vraiment le premier fer de lance de l'attaque du Nigeria. Je répète encore, c'est une équipe qui est ultra équilibrée. On a tendance à penser qu'elle est ultra offensive, mais elle est équilibrée. Et Iwobi, au-delà de sa vision, c'est aussi un joueur qui court beaucoup pour son équipe. Donc c'est vraiment pour moi l'un des dangers, si tu veux annihiler l'attaque du Nigeria face au Maroc, c'est annihiler la première passe d'Iwobi vers ses attaquants. Anas, pour vous. Non, Iwobi ici, voilà, exactement. Pour moi, c'était vraiment le maestro. Vous inquiétez pas, on l'a décrit juste à côté. Ça arrive à chaque édition. Il n'y a pas de souci. Non, concernant Iwobi, pas grand-chose à rajouter sur ce qu'a dit Amir. Voilà, c'est vraiment l'homme du milieu de terrain. C'est un peu leur Nail El Ainaoui, un peu, si on aussi bon défensivement qu'offensivement. Et je pense que justement, moi, ce duel entre Alex Iwobi et Nail El Ainaoui sera très attendu parce que ça serait limite lui qui déterminera la domination de cette rencontre. Est-ce que si le Maroc veut laisser le ballon au Nigeria à ce moment-là, peut-être qu'on ira se diriger vers Amrabat. On parlera des choix tactiques de Regragui un peu plus tard tout au long de cette semaine à venir. Mais voilà, Alex Iwobi, c'est le joueur qu'il faut calmer si vous voulez calmer le Nigeria parce que Osimhen et Lookman savent très bien profiter de leur ballon et je vous fais la passe décisive comme Iwobi d'ailleurs pour parler Noah de Victor Osimhen. Moi, Victor Osimhen, c'est vrai qu'on l'attend toujours, on pense qu'il va être présent et c'est vrai qu'il répond toujours à l'appel, mais il reste quand même très décisif. C'est lui qui va un peu libérer cette équipe nigériane, il va casser un peu l'équilibre algérien, il va obliger cette équipe algérienne un peu à se découvrir. Ce qui est impressionnant également, c'est son pressing permanent qui met à mal cette défense algérienne, il provoque les défenseurs, il les oblige un peu à jouer des ballons longs, donc c'est difficile de sortir le ballon avec des petites passes face à un Victor Osimhen qui presse tout le temps. Et également, j'aime bien aussi son leadership, tout simplement. Il est impliqué dans tous les buts, il est quand même décisif, auteur d'une passe décisive et d'un but, et il facilite un peu la tâche à ses coéquipiers en attaque. Donc pour moi, Victor Osimhen, c'est quand même un joueur à notifier, à souligner, qui reste un des meilleurs buteurs aussi de cette compétition. On va passer à la deuxième rencontre. Ouais. La deuxième rencontre, c'était Égypte, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Égypte, Côte d'Ivoire. Alors, meilleur joueur de cette rencontre également. Amine, on vous laisse donner le vôtre. Votre homme du match, en tout cas, ou votre l'homme à relever de cette rencontre entre entre Pharaon et Éléphant. Je vais y arriver. Pour moi, c'est Mohamed Salah parce que ça reste un joueur phénoménal. Il a connu un début difficile avec Liverpool cette saison. Et il mérite son titre de meilleur joueur du match. Il a ramené beaucoup de leadership, il est beaucoup plus intelligent. Et il a ramené aussi des standards à cette équipe égyptienne. Pas tout le monde joue à City et Liverpool en Égypte, mais de suivre un petit peu la vitesse à laquelle va Salah. Je ne parle pas que sur le terrain, mais en dehors, ça se voit qu'ils sont disciplinés, qu'ils sont en mission. Et je suis d'accord que c'est Salah qui mérite l'homme du match, by far. Amir, pour Salah, compléter un peu. Je vais compléter ce qui a été dit. Je répète aussi, il est en mission et on n'est pas face à un grand Mohamed Salah, le prime de Mohamed Salah techniquement. On le sait, on le voit, il rate même des fois des petits contrôles, etc. Mais en fait, c'est juste qu'on a un joueur qui est extrêmement intelligent et sa gestion de la part de l'entraîneur, mais même sa propre gestion, est ultra intelligente. C'est très dur en Afrique, quand on est la star, de porter le poids de sa sélection et il l'a compris.
qu'il ne va pas aller gagner cette compétition tout seul. Il a compris qu'il a besoin d'un effectif et il joue avec ses capacités, il n'en fait jamais trop, il est ultra disponible pour tous les autres. Et moi, je vais insister sur ce qui se passe en dehors du terrain. Il vit un début de saison très compliqué à Liverpool, peut-être le pire depuis le début de sa carrière. On l'a quitté un peu en dépression. Et là, on le voit totalement revigoré depuis le début de la compétition. Et il ne faut pas sous-estimer, on l'a vu à plusieurs reprises parler de l'organisation, parler des infrastructures, mais il ne faut pas sous-estimer ça parce qu'en fait, il a quitté le froid et la pluie de Liverpool. Il est à Agadir depuis le début de la compétition. Ils ont dit à maintes et maintes reprises, les Égyptiens, qu'ils sont dans un cadre idyllique. Et je pense que ça joue énormément sur le niveau collectif de cette équipe et on a vraiment l'impression que c'est une bande de potes qui sont emmenés par leur capitaine. Ils vont à la guerre pour Mohamed Salah, ça se voit. Ils vont à la guerre, ils courent partout. Un peu à la Messi avec l'Argentine à la Coupe du Monde 2022. On peut aussi le dire pour le Nigeria avec Osimhen. C'est un leadership qui est très bénéfique pour les autres. Vous avez l'air d'être très touché par cette équipe, cette sélection égyptienne. Très émotive, depuis le début de cette émission, Amir. Elle est émouvante, elle est émouvante. Ben moi, je venais un peu sur Iliam Imam Achour. Achour. Pour moi, c'est un de ces hommes qui travaillent dans l'ombre, qui bénéficient vraiment à cette équipe égyptienne. Ce qui est bien également, c'est qu'il vraiment il casse les demi-espaces et qu'il oblige l'équipe ivoirienne à prendre les côtés. Il est auteur également de 2 passes décisives, donc c'est vraiment, il a fait un très très bon match et c'est un joueur, je trouve, qui fait qu'évoluer et comme vous l'avez dit, avec cet état d'esprit de sacrifice pour l'équipe en fait. C'est ce qu'on retient un peu de ces sélections égyptiennes. Et vous alors, ah oui, Malmouche. On a donné un peu les 3 joueurs un peu du trio offensif, même si Iliam Achour est numéro 10 dans cette composition égyptienne. Vous avez parlé de joueurs qui quittaient le froid glacial de l'Angleterre pour retrouver Agadir. La même chose pour Omar Marmouche. Il y a même cette photo qu'il avait postée sur les réseaux sociaux avec sa petite balade en vélo avec notamment Mohamed Salah. Il avait l'air heureux et qu'on disait que à son retour à Manchester, il allait tomber de très très haut. Mais c'est vrai que le cadre idyllique d'Agadir est parfait parce que comme pour le Sénégal à Tanger, eh bien, il joue jusqu'au quart de finale. La demi-finale se jouera à Tanger, mais jusqu'au quart de finale, on est sûr d'être là-bas, on est dans un cadre idyllique. Et Omar Marmouche, déjà, il a semblé beaucoup plus en jambes dans cette Coupe d'Afrique des Nations par rapport à celle d'il y a 2 ans, parce qu'on l'attendait aussi il y a 2 ans et il n'a pas apporté les satisfactions qu'on attendait de lui. Maintenant, aujourd'hui, il est à Manchester City, il y a peut-être aussi, je pense, c'est cette question de leadership offensif, ça s'est partagé un peu avec Omar Marmouche, c'est-à-dire qu'il n'y a plus toute la pression sur les épaules de Mohamed Salah. Maintenant, il y a d'autres stars. Mostafa Mohamed, on en attend peut-être aussi beaucoup plus. Mais voilà, il y a Omar Marmouche un peu qui vient délester un peu Mohamed Salah de cette pression. Et c'est ce qui fait que lui donner plus de responsabilités, ça vient apporter des solutions offensives plus intéressantes à l'Égypte. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, je voulais lui donner ce petit mot à l'attaquant de Manchester City. Oui, vous faites bien de le faire. Merci beaucoup. Merci Anas. Ça fait plaisir. C'est pour vous. C'est vrai qu'on parle souvent de Mohamed Salah, la vérité. Donc on va passer à la dernière rubrique de cette émission. Tout de suite, les pronostics. Bon, premier pronostic. On va réutiliser les ardoises. Ouais, allons-y. Égypte-Sénégal. Alors pour vous, quel serait le score final de cette rencontre? Le match est prévu mercredi 14 janvier à 18h au Grand Stade de Tanger. Le premier choc de cette Coupe d'Afrique des Nations pour les demi-finales. Alors Amin Amour également, vous êtes toujours avec nous? Oui. Alors écoutez, oui, alors dites-nous, oui, on commence par vous. Oui, ça peut. Pour moi, je pense que ça sera un match très partagé. Je pense qu'il y a beaucoup de rotation sur les 2 côtés, du côté de Mané comme du côté de Ndiaye. Et je pense qu'il y a beaucoup de rotation qui peut faire du mal à cette équipe égyptienne, surtout dans leur, comme on disait tout à l'heure, dans leur 5-2-1-2, qui pour moi me rappelle un petit peu les difficultés qu'avait le PSG avec Galtier, quand il y avait ce trio qui avait du mal à défendre. Attention, le trio égyptien est en train de faire beaucoup de sacrifices, mais ça a des failles. Et moi, je ne suis pas personnellement fan de laisser que 2 pivots. Sortir tout le temps un défenseur excentré, ça a ses limites. Alors, je pense que ça sera équilibré. Ça peut être un match 2-2 et ça peut aller au penalty. Et voilà, ça peut aller au penalty. Et il faut se mouiller. Qui gagnera au penalty si ça part au péno? L'Égypte. L'Égypte. Allez, on part sur... Vous savez, on a tous donné l'Égypte. Ouais, la vérité. Alors Amir, pour vous, un 1-0?
Alors, déjà, il faut rappeler que c'est devenu un classique du continent, cette Égypte-Sénégal. Je pense que l'Égypte va arriver très revancharde, parce que c'est quand même le Sénégal qui lui a privé d'un 8e trophée en 2021, lors de la finale. Et la même année, c'est le Sénégal qui lui a empêché de se qualifier en Coupe du Monde 2022. Moi, je mets l'Égypte parce que je trouve que le Sénégal est certes impressionnant par son collectif, mais ils ne m'ont pas impressionné sur le terrain depuis le début de la compétition. Ils n'ont pas vraiment affronté de grosses nations. Je les ai vus J'étais au stade à Tanger quand ils ont affronté la RDC. Quand ils ont affronté une équipe compacte, très solide tactiquement, qui sait ce qu'elle doit faire, ça a été très compliqué pour le Sénégal. Et je pense que l'Égypte, avec cet esprit encore revanchard, j'appuie dessus parce que je pense que l'Égypte, on a parlé de l'environnement dans lequel ils ont joué, et je pense que ça va continuer même s'ils changent de ville. Et je vois l'Égypte parce que je trouve qu'elle est plus compacte que la RDC. Je la trouve plus forte techniquement et je la trouve surtout plus tranchante dans ses attaques. Et je vise un 1-0 avec une ouverture du score très rapide et le Sénégal court derrière le score tout le match. Moi, je vois un partout. Vous le faites bien de le dire. C'est vraiment une équipe qui est beaucoup plus solide, on va le dire. Ils sont plus unis, on a l'impression, les Égyptiens. C'est vrai que les Sénégalais ont des individualités. Ils ont l'air très sereins. On les a vus ensemble également avec Anas au stade face à la RDC. C'est vrai qu'ils avaient l'air de ne pas être assez alarmés en fait par la situation. C'est parfois une espèce de nonchalance. Trop serein. Ouais, trop serein peut-être même. Donc ça peut leur porter préjudice. Moi, je vois un partout et je vois une Égypte au-dessus, justement grâce au mental. Je vois peut-être aller au tir au but. Donc moi, je vais aller tir au but et je vois une Égypte victorieuse. Alors, moi, j'ai donné l'Égypte 2-1, mais c'est parce qu'en vérité, j'aimerais bien qu'on affronte le Sénégal en finale. Et vu que hier, j'ai donné l'Algérie et la Côte d'Ivoire gagnantes et que finalement, c'était le Nigeria et l'Égypte, eh bien, j'essaie de jouer la psychologie inversée. Voilà, je donne un 2-1 à l'Égypte, mais en vérité, j'aimerais bien que le Sénégal aille en finale. En tout cas, je vois le Sénégal à la finale au plus profond de moi-même. Bah, écoutez, je vais faire ça pour le deuxième match aussi. Oui, s'il vous plaît. Nigeria-Maroc. Je vais donner le Nigeria. Allons-y. Là, ça va être très mauvais. Nigeria-Maroc, du coup, à 21h au stade Prince Moulay. Abdallah Amin Amour, votre pronostic pour cette demi-finale? Ouais, je pense que ça sera aussi serré. Je rejoins votre invité aussi. Je pense qu'on a montré de très très belles choses contre le Cameroun. Je pense que si on refait le même match, que si on met de l'impact, que si on réussit nos pressings, que si on réussit à freiner cette équipe du Nigeria, ne pas la laisser sur les côtés, mais vraiment l'inviter intérieur et réussir nos 4v3 ou 3v3 au milieu, je pense qu'on peut avoir un léger avantage. Je vois quand même le Maroc faire un 2-1 ou un 3-1 pour le Maroc, pourquoi pas, grâce au coup de pied arrêté. On a marqué 2 buts contre la Zambie, 2 buts aussi contre le Cameroun, des coups de pied arrêtés. Je pense que ce sera un 3-1 ou un 3... voilà, quelque chose qui sera serré comme ça. Ah, voilà, finalement. Parce que moi, quand j'ai écrit les résultats, elle m'a regardé un peu comme un fou. Donc, c'est pour ça que je vous dis la vérité. Dites-nous, Anna, allez-y, on commence. Non, 3-2, parce que je sais que Osimhen, peut-être qu'il sera plus dangereux que les attaquants qu'on a affrontés pour le moment. Lookman aussi peut faire du mal, même si je compte sur le Hajj Nusayr Mzraoui pour que ce soit lui ou encore Adam sur les côtés. Osimhen, je sens peut-être qu'Adam Massina peut être un peu plus en difficulté sur son marquage, mais je compte sur aussi Naïl El Ainaoui pour venir l'aider dans les prises à deux. Et je vois bien un 3-2, pourquoi pas pour le Maroc. Et pour finir, Amir, 2-1 pour le Maroc? Je vais encore me répéter, mais je pense que l'avantage, encore une fois, du Maroc, c'est qu'elle est capable de subir et aussi de contre-attaquer. Par contre, le Nigeria, c'est très compliqué quand ils subissent. Ils n'aiment pas défendre, et on l'a vu notamment lors du match de poule face à la Tunisie, lorsqu'il y a eu la furia tunisienne en fin de match, ils ont rapidement encaissé. 3-2 aussi, score final. Ouais, 3-2 score final. Donc je pense que le Maroc va gagner, va offrir un défi physique et technique que le Nigeria n'a pas rencontré depuis le début de la compétition. Et aussi le Nigeria, c'est une équipe qui perd souvent dans les moments où on l'attend. On l'espère. On l'espère, Amir. Merci en tout cas d'être venu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes Amir Boulel et vous êtes journaliste pour Agi+. Exactement. On espère vous revoir bientôt sur nos plateaux et à distance. On remercie également Amin Amour. Je rappelle que vous êtes entraîneur. Merci, Amin. Merci, ce fut un honneur et un prompt rétablissement à Sa Majesté Allah Shafi. Amin. Amin. Eh bien, écoutez, on dit au revoir à nos téléspectateurs. On leur donne rendez-vous demain à la même heure, à 13h30, pour un nouvel épisode de Cannes+.
ta ta ta